Eh bien, bonjour à tous et tout de suite, on va vous donner la liste de nos invités du jour. On va débuter tout à l'heure avec M. François Péléculier. Bonjour. Bonjour. Il est président de l'USCP, l'Union des services de commerce, .3, mais aussi les conseillers municipaux. C'est plus de l'opposition, de la majorité, il va nous dire tout à l'heure. Barbara Montpierre sera aussi avec nous pour parler de l'organisation intérieure de soi-même. Anansas Devouton, président de l'association Ekraya Domi, sera là. Et on va terminer avec Magali Marcin, qui est la chroniqueuse numérique du ZCL. Elle va nous parler effectivement de l'intelligence artificielle, la révolution et des enjeux pour notre quotidien. Sinon, l'actualité, c'est la visite en Guadeloupe de Marie-Josée Pérec. Elle n'aura pas l'aéroport, ne va pas s'appeler Marie-Josée Pérec comme certains le souhaitaient, mais elle est quand même en visite en Guadeloupe à l'école Boucan de Mornalo. Ensuite, on parlera des nanotechnologies qui viennent au secours même de la médecine. Aujourd'hui, c'est Soline Fèvre qui était sur place et qui nous fera un reportage. On va terminer avec la révélation des talents. Ça s'est passé à France Travail et c'est encore Soline Fèvre. Voilà un petit peu le sommaire. On vous remercie d'être avec nous. Et nous continuons tout de suite. On va interroger M. Péléculier, lui poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas dans les rues de Pointe-à-Pitre qui fait que Pointe-à-Pitre est encore très sale? Écoutez, il suffit juste facilement de poser quelques questions au micro-trottoir, par exemple, pour voir que ce qui est dit d'en haut n'est pas vérifié d'en bas. Et donc, forcément, peut-être qu'à un moment donné, les gens vont commencer à se plaindre. Il est évident que entre ce qui est programmé et ce qui est réalisé sur le terrain, on est toujours quasiment au plan zéro. Il y a certainement une petite amélioration, sûrement, parce qu'à force de porter le fer, peut-être qu'on arrivera à un moment donné à se faire entendre mieux. Il y a peut-être un organigramme à modifier, et il y a aussi certainement une position d'une municipalité à ne pas porter le fer systématiquement en opération punitive contre ces foyers fiscaux. D'accord ? Donc il faudrait plutôt plus les accompagner, plutôt plus les écouter et comprendre comment fonctionne une ville qui dit être un centre commercial à ciel ouvert, mais qui est loin d'être traité comme un centre commercial à ciel ouvert. Alors je rappelle quand même que vous êtes dans la majorité municipale, donc vous savez bien ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas quand même. Je vous remercie de l'avoir fait remarquer, M. Sandonis, mais je sais aussi que je suis dans la majorité, et être dans une majorité, c'est avoir le pouvoir de dire les choses comme on le voit, comme on le ressent, dont les critiques du public vous le font remonter. Et c'est ce que je fais. Alors évidemment, je sais très bien que ça ne plaît pas tous, mais c'est mon rôle. Mon rôle, c'est d'une majorité, c'est pas d'être tous à l'unisson et de raconter la même histoire quand on n'est pas d'accord sur l'histoire. On est là pour débattre de projets, débattre d'idées, faire avancer le sens dans le mieux-être de la population, de la ville, qu'elle ce soit en salubrité, que ce soit en sécurité, que ce soit en stationnement et en économie, parce que tout marche de pair. On va en parler tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne mieux à Pointe-à-Pitre? Moi, je vais parler de la partie qui m'intéresse. C'est la partie économique. La partie économique, on a tous vu depuis quelque temps cette espèce de fatwa qui est lancée sur les deux élus du centre-ville dont M. Durimel a cru bon publier les délégations qu'il leur avait accordées. Alors, hier, pour les gens qui ne savent pas préciser quels sont ces élus quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas tous au conseil municipal, ils ne savent pas qui sont ces élus. Alors, vous avez moi, François Péléculier, bien sûr, et vous avez M. Badi Fadoul. Tous les deux commerçants. Hein. Tous les deux commerçants, chefs d'entreprise et habitants de Pointe-à-Pitre. Aussi. Alors, M. Badi Fadoul ayant déjà démissionné il y a plus d'une année de ça, pour des raisons que je comprends. C'est-à-dire que tout ce que nous avons porté lors d'une campagne sont forcément aujourd'hui oubliés, mis de côté. Et pourtant... C'est ce qu'on appelle des promesses électorales? On va dire ça comme ça, monsieur. Je n'oublie pas non plus que je suis aussi deuxième adjoint et que je dois faire attention à mes mots. Mais ça s'appelle des promesses électorales. Et ces promesses électorales avaient été faites, basées sur ce que nous avons fait comme constat des anciennes mandatures. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé en politique, de façon à essayer de changer la donne. Il devenait évident que dans une capitale économique, aujourd'hui, placer 10 000 euros, on ne pouvait pas imaginer que 30 ans après, ces 10 000 euros soient 1 000 euros. Et c'est exactement ce qui se passe à la ville de Pointe-à-Pitre. Donc, vous avez quelques personnes courageuses qui se sont dit, on veut participer à ça. Et on a tellement bien participé que le premier d'entre nous est premier aujourd'hui.
Oui. Sinon, j'aurais jamais été deuxième adjoint. D'accord? Oui. La vérité, elle est celle-ci. Elle est simple. 80% du centre-ville ont voté pour M. Durimel. Oui. On ne peut pas nous l'ôter, ça. Et on ne peut pas non plus nous ôter le fait qu'aujourd'hui, on soit, impatient que ce qui a été mis sur la table en proposition de campagne ne soit pas tenue aujourd'hui. Alors évidemment, j'entends bien la dette abyssale, j'entends bien les problèmes administratifs. Ça va être quand même régulé, cette dette, quand même. L'État vous a beaucoup aidé, vous pas Oui, l'État nous a considérablement aidés. Les agents quorum qui nous ont été mis à disposition nous aident considérablement et je félicite tous ces gens qui sont passés. Certains n'ont pas été retenus, à mes yeux, dommage. Je vais la nommer. Merci Madame Emmanuelle de nous rendre ce grand service que vous nous rendez, mais il faut quand même reconnaître que ça s'appelle Plan Quorum, redressement outre-mer des villes en difficulté, et dont la main est celle de l'État. Et donc la réalité de l'histoire, c'est que la baguette magique est celle de l'État. Or, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait dire? On devrait dire aujourd'hui, certains d'entre nous, nous les deux chefs d'entreprise, on n'avait aucune obligation, si on avait plus ou moins organisé une discussion avec l'État, d'avoir un remboursement de dette sur un délai aussi court. Parce que Mme Emmanuelle arrive courant octobre 2021, elle commence son plan en 2022, et en 2023, on a le miracle, on est à moins 10 millions de déficit cumulé. Enfin, vous n'allez pas vous plaindre de ça quand même, non? Non, je ne m'en plains pas. Je m'en plains pas. Où je pourrais m'en plaindre, c'est que dans le PPI, il n'y a pas beaucoup d'investissements pour le centre-ville. Ce qui avait été programmé par les deux chefs d'entreprise du moment était étaler ce remboursement de dette, mais plus faire cas de la difficulté des pointois, quelle que soit la situation où on est, quel que soit le secteur où on est. Et donc, quand on avait mis sur la place la salubrité, c'est qu'on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Quand on avait mis la sécurité, c'est qu'on voyait déjà très bien ce qui n'allait pas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on peut être découragé de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, d'autant plus que j'ai assisté à une scène hier soir en conseil municipal où je reste pantois de ça. La municipalité est la maison du peuple. Certaines personnes ont droit à la parole qui ne sont pas en conseil municipal, qui ne sont pas des élus. On donne la parole à certains et on enlève la parole à d'autres. On laisse vite sortir, quand bien même qu'ils ont aussi le droit à la parole. Voilà, c'est un peu gênant. Donc aujourd'hui, dans ce rapport d'orientation budgétaire, dans ce débat d'orientation budgétaire, dans ce budget primitif, ces annexes du budget primitif, on peut espérer une amélioration. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Ça fait 4 ans que nous, sur le terrain, nous entendons relativement de critiques. Pas souvent des critiques, pas mal d'insultes aussi, parce qu'on nous agrémente d'être responsables, de les avoir emmenés quelque part où, à l'origine, ils ne souhaitaient pas. Bon, donc, chacun choisit sa voie. M. Badifadoul dit « je m'en vais ». Moi, je dis « je reste ». Ma position n'est pas facile. Elle n'est pas facile, mais je me dis la chose suivante. Je me dis, après tout, si j'arrive à juguler 10% par an, sur 6 ans, je ferai 60%. Ma foi, c'est un beau score. Maintenant, je reconnais qu'on ne rend pas beaucoup service, pour raison tout simple. Quand je vois cette tribune-là, ce collectif qui est sorti, nous critiquant, nous, M. Badifadoul et moi, parce qu'on a des délégations, être responsable de la cacophonie du centre-ville. Je suis désolé, la cacophonie, elle est presque la même partout, dans tous les quartiers de la ville de Pointe-à-Pitre. Alors, on va nous souvenir une question, peut-être de détail, mais enfin qui a son importance. C'est l'affaire des cartons déposés par les commerçants dans la ville de Pointe-à-Pitre. Alors, on a vu qu'Après Stevens a fait un effort, il faut le dire. Ils ont même baissé le prix, d'après ce que j'ai compris. Après l'avoir augmenté. Oui, ils l'ont baissé. Pourquoi les commerçants de Pointe-à-Pitre ne respectent-ils pas les obligations en ce domaine-là? Mais quelles sont les obligations? Les obligations, on les a depuis la mandature de M. Bangou. Les obligations qui avaient été mises en place, c'est les cartons pillés à plat au pied des bacs. Tout à fait. Les cartons sont considérés comme des ordures assimilées. Assimilées aux ordures ménagères. Et donc, à ce moment-là, Cap Excellence ramassait ordures ménagères et ordures assimilées. Il se trouve que
on nous annonce la nouvelle 20 décembre 2023, qu'au 1er janvier 2024, ce ramassage ne se ferait plus. Oui. Nous, on fait un rapide petit historique. On voit que à Bémao, ce n'est pas le cas. Jarry, par exemple. On voit qu'aux Abîmes, ce n'est pas le cas. On dit, mais pourquoi nous, aujourd'hui? Est-ce que la municipalité de Pointe-à-Pitre n'aurait pas récupéré cette compétence-là? Et dites-le. Dites-le. Au lieu de nous mettre un 20 décembre à midi, une réunion couperée, 1er janvier, ça c'est plus ramassé. Alors effectivement, Cap Excellence nous met un camion à disposition jusqu'au 1er avril, je crois, ou 1er mars, qui a été distribué au 1er avril. On organise des propositions, on les organise. J'ai personnellement mené des propositions qui étaient au départ monnayées à 50 € par benne enlevée, d'accord, qui s'est transformé en gratuité aujourd'hui. Aujourd'hui, la difficulté, et je la prends là, je ne savais pas, que même s'il y a un rapport de gratuité, il doit y avoir un appel d'offres concurrentiel. Oui. OK, d'accord. Donc, c'est ce que je vais mettre en place demain d'ailleurs, où j'ai convoqué la commission en question. Donc, ça veut dire que les commerçants seront un peu plus disciplinés aussi. Alors, pour être honnête, depuis quand il y a eu une pédagogie là-dessus? Depuis quand? Est-ce qu'il faut toujours viser les commerçants du centre-ville? Parce que cette règle ne s'applique pas qu'aux commerçants. Oui. Pourquoi on a invité que les commerçants du centre-ville à cette réunion de Réminet-Soutin? Pourquoi? Pourquoi, à un moment donné, ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre? Oui. On peut se poser moult questions. Bon, on va régler le problème. Le problème, la solution a été portée courant février-mars 2023, pardon. Elle a été réengagée en août 2023 et elle revient sur le tapis à un mois de la date fatidique. D'accord? Bon. On apprend aujourd'hui que ce délai a été repoussé. De combien de temps? J'en sais rien. Mais bon, jeudi, on verra. On mettra tout sur la table et on aura à nos côtés aussi bien le service juridique que le service technique qui vont nous cadrer cette histoire-là de façon à ce qu'il n'y ait plus de remontrance. Bon, moi, j'avais cru à la préparation de ce conseil municipal. J'ai bien entendu M. Durimel dire, on ôte ce dossier du programme parce qu'il n'est pas très clair pour lui. Pas pour lui, d'accord. Pourquoi l'avoir gardé hier? Question. Alors, vous le savez, ça a fait beaucoup de bruit. Une compagnie maritime a décidé de ne plus venir en Pointe-à-Pitre parce que Pointe-à-Pitre n'offre pas d'attractivité. Les commerçants sont fermés le week-end, enfin le dimanche. La ville n'est pas toujours accueillante, etc., etc. Ça a fait pousser un coup de gueule par votre maire. Vous êtes un commerçant. Est-ce qu'il y a une possibilité, on va parler du duty-free tout à l'heure, est-ce qu'il y a une possibilité pour que les commerçants de Pointe-à-Pitre soient un petit peu plus, j'ai envie de dire, accueillants les jours au moins les jours de croisière? Alors, vous avez raison de poser la question, mais il ne faut pas poser la question en terminaison. Il faut poser la question en amont. Oui, bien sûr. Ben oui. Alors, la croisière, on a remarqué, nous tous, qu'en règle générale, on avait une destination finale à Pointe-à-Pitre, d'accord, et qu'en règle générale, une majeure partie des croisiéristes avaient pris un package all-inclusive, oui. D'accord. Donc, nous, prêt-à-porter, par exemple, on a quoi à gagner? On a tenté, nous avons fait des animations le dimanche, parce que l'idée est la suivante. Nous, on perd de l'argent, il faut dire la vérité. Oui. Donc on s'est dit, si on organise des manifestations commerciales, nous ferons venir les Guadeloupéens en ville de Pointe-à-Pitre un dimanche. Oui, et on a tenté ça. Ouais. Et là, on espérait rentabiliser nos efforts avec l'apport de la population guadeloupéenne. Sauf qu'il faut de l'argent pour ça. Oui. Voilà. Maintenant, dire aujourd'hui que la responsabilité est celle des commerçants classiques, je trouve que c'est un peu fort du café. Pourquoi? Parce que la ville n'est pas propre. Oui. La ville donne une ambiance de ville désaffectée. Voilà. Et donc, mettre tout sur le dos des commerçants et puis parler de la sécurité. Non, mais les commerçants ne parlent quand même. C'est-à-dire que si, vous savez, dans toutes les îles, vous le savez très bien, toutes les îles de la Caraïbe, quand les croisiéristes arrivent, les magasins sont ouverts. Mais c'est peut-être mieux organisé que nous. Oui. Et qu'est-ce qui empêche d'être organisé?
qui est là la compétence croisière, comme économique d'ailleurs, parce qu'il faudrait revenir à ces délégations, sont celles de Cap Excellence. Oui. D'accord? La méthode, je précise aussi que M. Badi Fadoul et François Belguier ne sont pas communautaires. Et donc, on n'a pas de levier là-dessus. Oui. D'accord? Donc, on est tributaire des décisions. Je rappelle aussi que M. le maire est deuxième vice-président de Cap Excellence. Et donc, s'il y avait là une responsabilité à trouver, on est prêt à la prendre, on est prêt à la chercher, on est prêt à discuter, mais pas jeter le bébé et l'eau du beurre en même temps. Alors, il y a un projet de duty free, vous êtes au courant, il y aura une réunion prochainement au lycée Carnot. Alors, est-ce qu'un duty free à Pointe-à-Pitre aujourd'hui est jouable? Première question. Alors, je répondrai différemment. Oui. Dans l'absolu, c'est jouable. Oui. Sur le présent, c'est une usine à gaz. D'accord? Pour dire les choses clairement. Bon. Est-ce que alors, l'usine à gaz est la règle administrative qui s'impose à ceux qui veulent bénéficier du duty free. Oui. Et elle est celle-ci. Vous devez déclarer à la douane le rayon et le volume de ce qui sera vendu au duty free. Le duty free, c'est une détaxe de la TVA plus de l'octroi de mer, pour simplement, tout simple. TVA uniquement, on n'est pas compétitif. On a un coût du travail qui est nettement plus élevé que les îles hispaniques anglophones autour de nous. Et en plus, ils arrivent en fin de saison. Donc, excusez-moi, fauché. Oui. D'accord? Donc, il fallait trouver une astuce. Donc, on a ajouté la détaxe de l'octroi de mer. Mais on voit bien dans le calcul administratif que c'est une bonne idée, mais que l'État n'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un manque à gagner pour lui. Et donc, l'endroit où il gagne le plus, comme le tabac, est sorti du duty free. D'accord? Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, on n'en veut pas, on est demandeur, parce qu'on n'est pas loin d'être à la rue, d'accord? Avec une vulgarisation du procédé administratif, de façon que tout un chacun, un maximum de gens puissent en bénéficier, sans contraintes particulières, parce qu'ils y mettent des contraintes, ils savent faire ça, hein, l'administratif français, ils sont très forts là-dedans. Il faut alléger tout ça. Il faut alléger tout ça. Il faut que, pas uniquement un secteur de la ville en profite. Tout Guadeloupe, tout ce qui est en artisanat, en production locale, parce que c'est ça qui attire le tourisme de croisière. Pas la fringue, peut-être la fringue de marque. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on est très demandeur. Et on n'entend plus parler du projet Carreau-Carabé. Oui. Pour nous, le projet Carreau-Carabé était un élément supplémentaire à notre dynamisation. Mais là aussi, il faut comprendre ce qui se passe. Parking, sécurité, stationnement. Carreau-Carabé, on en parlera bientôt, puisque Mme Penseur, sur notre invité, elle nous a dit que le projet va redémarrer. Donc ça voulait dire qu'il était mort. Non, il va redémarrer. Peut-être qu'il était sous pause. Il date de 2018-2019. Il n'a pas dit ressusciter. Hein, bon, d'accord. Redémarrer. On garde espoir, alors. Bon, alors, rapidement, 2 associations de commerce en Pointe-à-Pitre, c'est jouable? Je pense, dans l'état actuel de la ville, si vous me parlez il y a 20-30 ans, je vous ai dit oui. Oui. D'accord? Dans l'état actuel de la ville, la méthode s'est divisée pour mieux régner. Oui. Donc, est-ce qu'on a besoin de ça? Je ne le pense pas. Je tiens aussi à faire remarquer que peut-être un mois après l'investiture de M. Durimel, il menait campagne déjà contre nous, l'association du SCP, dans un restaurant de la rue Frébeau, où il avait réuni quelques commerçants. Je crois qu'on en avait parlé à l'époque, M. Zandonis. Mais ceci n'a pas arrêté, parce que ça a été constamment reconduit. C'est un peu bizarre comme méthode. Alors aujourd'hui, j'ai bien entendu, est-ce que je suis dans la majorité ou de l'opposition? Bah, évidemment, quand on me taquine autant de la façon la plus grossière, je pourrais dire que je réponds. Oui. Et ce n'est pas parce que je réponds que je suis dans la minorité. Oui. D'accord? Le temps viendra peut-être où j'en aurai marre de me faire taper dessus sans pouvoir répondre, que je changerai mon fusil d'épaule. Pour l'instant, je reste constructif. Ça veut dire qu'en 2026, quand M. Durimel va se représenter, vous ne serez pas à ses côtés? Il y a de fortes chances. Que vous soyez à ses côtés? Que je ne sois pas à ses côtés. Bon, alors, 2 ou 3 petites choses quand même. Pointe-à-Pitre, bon, alors, l'animation culturelle, on ne la sent pas. J'ai déjà posé la question l'autre jour, je posais la question à un de vos conseillers municipaux, il me disait non, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, j'ai l'impression que oui. Et pourtant, j'ai l'impression que quand je regarde les chiffres, ce ne sont pas les parents pauvres loin de là, d'accord? Moi, je dirais plutôt que c'est l'économie qui est le parent pauvre. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de dispatcher autrement
pas saupoudrer, mais un coup toi, un coup moi, un coup lui, de façon à ce qu'on arrive à... Voilà. On peut monter quelque chose, mais on ne peut pas laisser mourir à côté. Oui. C'est pas possible. Et donc, quand on avait mis en place le triptyque, le basique, sécurité, stationnement, salubrité, ben on avait pensé à ça. C'est-à-dire qu'il y avait un intérêt pour tout le monde là-dessus. Tout le monde, le citoyen, l'entreprise, le chaland, tout le monde pouvait se reconnaître là-dessus. Sauf que, faut dire la vérité, on est encore en attente de cette résolution. Alors, ce n'est pas la requalification qu'ils sont en train de nous faire sur le quai Lefebvre, où on a rajouté une piste cyclable qui fait 150 mètres, qui, la conséquence, c'est avoir supprimé 77 places de parking, des travaux qui devaient durer 3 mois et qu'on est à 1 mois près, à 1 an. Il y a de quoi se faire du souci quand même. Il y a de quoi poser des questions. Et quand on ne répond pas à la question, il y a peut-être des fois compréhension à ce qu'on tape sur la table. Voilà, c'est trivial, c'est humain, il n'y a rien de particulier là-dedans. Dernière question en un mot. Oui. Est-ce que la majorité de M. Dioumel existe toujours? La preuve, c'est que hier, ils étaient... Bon, d'accord. Tout va bien, donc tout va bien. Bon, je vous remercie, M. Félix Cuvier. Et puis, comme on dit ici, Kemperon? Pas Molly. Voilà. C'est Molly Laquelette. Voilà, 12h56, fin de ce premier épisode du ZCL. On se retrouve tout à l'heure pour nos prochains invités et puis pour développer le journal tout à l'heure. Voilà, il est déjà 13h02. Nos 2 prochaines invités sont arrivés. Barbara Montpierre, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Mais, plaisir partagé. Et elle est avec DA, bonjour. Bonjour. Elle est organisatrice d'intérieur de DA Organisation. On va expliquer tout à l'heure ce que c'est, puisqu'il va falloir faire place nette dans la maison. On revient à l'actualité un petit moment, puisque je vous l'ai dit, Marie-Josée Pérec est en Guadeloupe. Elle était en visite à l'école de Boucamonalo et Charlie Dagonia était sous ses traces. C'est pas s'il a dû courir, mais enfin, en tout cas, il l'a vu. On regarde. Moi, en fait, à leur âge, j'avais envie de voyager, de voir le monde. Je ne savais pas encore que je voulais devenir championne olympique. Mais en tout cas, en fait, à ces âges-là, on a beaucoup de rêves. Chacun, on a envie de faire quelque chose. Et je pense que c'est important de venir leur dire, écoute, moi, c'est cette voie-là que j'ai choisie. En travaillant, en y croyant, ça a marché. Et les enfants, ils ont besoin de modèles. Donc, c'est notre rôle vraiment d'être là, d'être présent pour eux. Et je trouve que sur, en fait, une année olympique, c'est encore plus important. Les Jeux, on dit que ce sont les Jeux de la France. L'outre-mer, la Guadeloupe, en fait, on est loin. Donc, c'est à nous aussi d'emmener un petit bout de ces Jeux à la maison, quoi. Et c'est pour ça qu'on est présent et voilà, qu'on fait ce boulot-là. Je suis contente de rencontrer une athlète. C'est la première fois que je vois une vraie athlète. Elle est très connue. Ça me fait plaisir de voir une athlète. Elle a répondu à nos questions. Ça a fait représenter pour moi comme si ça a réalisé un rêve à moi. Maintenant, grâce aux réponses qu'elle a fait à nos questions, elle m'a incité à faire plus de sport et bientôt devenir une athlète. Vous savez, ça a été un plaisir, un honneur pour nous à Mornalo de recevoir Marie-Josée Pérec, triple championne olympique, aujourd'hui de passage chez nous en Guadeloupe et plus particulièrement à Mornalo, avec les enfants des écoles de Pierre Foucan et de Marie-Émile Coco de Perrin. Donc, ces 2 écoles partiront en France pour les Jeux paralympiques. Donc, c'est vous dire combien nous sommes heureux que cette femme qui est un symbole pour la Guadeloupe, pour la nation carrément dans le domaine sportif, soit ici ce matin. Avec les écoles de la ville, tous ses partenaires ensemble, nous allons faire en sorte que les Guadeloupéens vivent intensément les Jeux olympiques et puis notamment les jeunes de nos écoles afin que nous ayons demain des champions dignes de ce nom, des champions qui ressemblent à Marie-Josée Pérec, des champions qui pensons à cet instant présent de ce passage de cette grande championne ici, guadeloupéenne, bastérienne, de grande humilité et qui n'a jamais cessé de penser à son pays. Donc cela nous ravit. Bien, mais on va espérer qu'elle ira aussi à Bastère, parce qu'elle est bastérienne et que le maire de Bastère en fera autant. Alors, on va parler de la rencontre à soi. Tout de suite, le générique de Barbara.
Voilà, la belle Barbara est de retour pour la chronique à la rencontre de soi. Alors, place nette à la maison, une meilleure organisation. Explication. Eh bien oui, Danick, donc comme je disais, je suis très contente de te retrouver. Ça fait un moment. Je t'ai pas perdu quand même. Mais c'est ça, oui. On ne s'est jamais perdu puisque de toute façon, le cœur est toujours connecté, n'est-ce pas? Oui. Et de retrouver aussi les téléspectateurs que je n'ai pas perdus. Oui, non, tu les as pas perdus. Ce que tu as dit. Ils sont là. Voilà, mais c'est vrai que le temps passe vite finalement. Et j'avais promis de revenir. C'est vrai que depuis le début de l'année, on a une série de nettoyages. Oui, on a parlé carrément des nettoyages. Eh bien oui, c'est important finalement parce que c'est vrai qu'on nous chaud pour chaud, on démarre. C'est ça, l'année démarre. Donc on fait des vœux, on avait dit ça, on parle de vœux, on parle d'objectifs, ou plutôt de vœux. Hein. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à faire switcher un objectif. Et j'avais parlé de l'importance d'arriver à faire un nettoyage, que ce soit dans justement le côté émotionnel, au niveau des relations, qui pouvaient être énergivores. On a parlé du nettoyage pour avoir une meilleure organisation de manière générale, globale, aussi au travail, et d'arriver à avoir une déconnexion. Souvent, quand on se déconnecte, c'est à la maison. Oui, bien sûr. Voilà, puisque la maison parle aussi de soi. Et j'avais promis de venir avec DA, de DA Organisation, pour nous aider à faire place nette à la maison, arriver à gagner dans une meilleure organisation à la maison. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir nous avons le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, Da. Bonjour, je suis bonjour, Da. Oui. Je suis Da, organisatrice d'intérieur. Et ma mission consiste à accompagner les personnes pour trier, désencombrer, ranger, organiser, optimiser leur espace de façon efficiente. Ça peut être un lieu de vie ou de travail. Oui. Effectivement, quand on est dans un environnement encombré, ça devient vite une charge mentale et sans pour autant que ça soit encombré, quand c'est mal agencé ou mal organisé, ça a un impact sur le bien-être. Oui, sur le mindset, comme on dit. Oui. Ouais, complètement. Ça influe complètement sur le mindset et c'est pour ça que ça donnait du sens. Et ça me fait penser à des échanges que j'ai eu avec Rebecca, que je salue, hein, que tu connais aussi, Danick, qui m'a mis en relation avec Da sur cette thématique et même des échanges que j'ai eus avec deux mamies qui ont parlé, des mamies, qui m'ont parlé justement de ce nettoyage. À quand la chronique sur le nettoyage de la maison? Parce que on est habitué à garder un nombre de choses sans s'imaginer l'impact que ça a en termes de charge mentale, comme Da vient de le dire, hein, puisque c'est aussi chargé d'émotions, hein, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a à la maison et qu'on garde. Oui. Mais alors, Da, je pose quand même une petite question. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses dans la maison, mais j'ai l'impression quand même qu'on s'en débarrasse. Il y a un peu d'émotion quand même. Dire, quand même, c'est une paire de chaussures que j'avais quand j'avais 8 ans ou sur la poupée de l'enfant, etc., etc. Comment on fait pour gérer l'envie de garder et le besoin de jeter? En fait, justement, c'est nous qui décidons de mettre des mémoires dans les choses. C'est nous qui décidons du pouvoir que ces choses peuvent avoir sur nous. Voilà, et il y a un moment où il faut faire un choix. Oui. Et c'est aller à la rencontre de soi, justement, de désencombrer. Par exemple, quand on parle d'émotion, souvent, quand on a délaissé sa maison, son lieu de vie ou même son bureau, encore une fois, c'est qu'il y a eu un événement marquant. Ça peut être une grossesse, une naissance, un deuil, un burn-out, ou même un projet fastidieux et une charge très lourde de travail. Et ça va créer ces émotions et surtout des émotions liées à l'appréhension, à la peur. Du coup, on va délaisser ce qui est censé être notre refuge, notre havre de paix, puisque ce sera une priorité secondaire. Et oui, et pour répondre sur, tu sais à quel point je suis attachée au côté émotionnel, et c'est pour ça que c'est très important d'arriver justement à faire toute cette nouvelle organisation et ce nettoyage, cette place nette, parce que les émotions sont là pour nous indiquer quand il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Et à travers, pour compléter en plus ce que Da dit, c'est vrai que les objets sont chargés aussi d'émotions. On peut ne pas s'en rendre compte, c'est de façon consciente ou inconsciente. Hein. Oui. Certaines fois, je vais dire, je veux garder ça, même si finalement ça peut ne pas plus me correspondre. Elle va détailler tout à l'heure. Mais c'est là où toute son expertise rentre en jeu, parce qu'on peut avoir besoin de ce petit coup de pouce et surtout d'arriver à savoir par quoi je commence. Oui, alors, la première étape, c'est l'acceptation. Il faut d'abord accepter. C'est accepter. On va dresser l'état des lieux. J'arrive chez moi, j'ai envie de fuir, j'en peux plus, j'étouffe. Oui. C'est un capharnaüm. Et voilà, c'est accepter, c'est déjà ça, accepter, et surtout sans culpabilité. J'ai pas de bouton pour faire retour en arrière. Non, c'est là, la situation est telle qu'elle est, donc je vais déjà accepter.
Et tu vois ce que tu dis là, Danick, tu me dis ce que tu en penses, je t'ai vu réagir là. Oui, non, du non, coup, hein, mais oui. Non, mais je donne un exemple concret, puisque c'est une amie qui est comme moi, qui a perdu sa mère, et qui a encore des vêtements de la mère dans la maison. Il me dit, quand on fait ça, c'est pour mon lit, est-ce qu'on jeter? Est-ce que comme je jette aussi la personne à qui ça appartient? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je peux lui dire? Enfin, je ne sais pas s'il regarde, mais je vais le faire la réponse. Je fais appel là-dedans. Parce que c'est tout un processus, en fait. Oui. C'est pas, y a pas de... Vous êtes unique. La personne qui est partie était unique. Et c'est vraiment tout un processus. Je vais être à l'écoute de vos besoins. Il n'y a pas de recette magique. C'est un dialogue. Et par rapport à ce que tu dis sur le côté dialogue, sur le côté unique de la personne, puisque c'est vrai qu'on va pouvoir dire, hein, bon, alors qu'il y a certainement des petites choses, des petites... techniques ou des astuces qu'on peut donner en premier lieu, mais pour revenir sur ce que Tu as dit, sur l'importance de l'acceptation. Oui. Le premier stade, c'est ça, c'est l'acceptation. Comme elle disait. Oui. Et avec l'acceptation, on aura aussi un meilleur lâcher-prise. Oui. S'autoriser finalement à ne pas être parfait, s'autoriser à avoir des besoins, à avoir des choses qui changent, qui évoluent, s'autoriser à évoluer dans un espace qui est différent aussi, n'est-ce pas? Oui. C'est un peu ça aussi l'idée. Voilà, puisque avec l'acceptation viendra la décision, et c'est le pouvoir justement de décision, donc d'appeler DA pour pouvoir l'aider à désencombrer par exemple. Et c'est ce qui va amorcer le changement, parce qu'il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt à désencombrer, à faire place nette, parce qu'on ne va pas juste chambouler l'intérieur, donc l'environnement, ça va chambouler le en dedans en fait, aussi ça va chambouler votre intérieur. Va chambouler voilà, c'est défaire des choses, bien sûr. Mais oui, la déconstruction, hein. Voilà. C'est une forme de déconstruction, et en fait quand on parle finalement, on a parlé de la maison, du bureau, comme tu disais, puisque tu interviens dans ce cadre-là aussi, ça parle de soi finalement, hein. Comme on organise son espace, son environnement, ça parle de soi. La maison, c'est le moi intérieur, c'est aussi le reflet. Oui. Et moi, j'ai envie de prendre mon exemple d'un. J'ai dit que je ne le ferai pas, mais bon. Vas-y. Madame qui aime faire plein de choses, là, bon, ça tout le monde le sait, hein, n'est-ce pas? Et mais je suis au clair avec ça. Simplement, sur le volet de la maison, c'est aussi un sujet pour moi, d'arriver à accepter de ne pas réussir à ranger comme je le voudrais. Oui. Et de se dire que j'ai peut-être besoin d'aide, d'un appui, pour pouvoir y parvenir, parce que je peux ne pas... C'est OK, en fait, de ne pas arriver forcément à tout ranger, mais c'est d'arriver à se dire, c'est OK, finalement, mais je fais appel à quelqu'un ou un coup de pouce, ça peut être aussi, il y a des personnes qui le font, il y a des professionnels, mais il y a d'autres personnes qui vont pouvoir nous aider, nous donner ce petit coup de pouce pour arriver à mieux ranger finalement son intérieur, mieux ranger l'intérieur. Hein? Oui, exact. C'est ce que je voulais demander, est-ce que c'est mieux de le faire soi-même ou de demander à quelqu'un qui n'a rien à voir, bon, allez, voilà, je dois me débarrasser, je ferme les yeux, allez, vas-y. Honnêtement, la personne... Là, on a accepté. Oui, on a accepté. Mais on va prendre la décision personnellement. La décision doit venir de vous. Ce sont vos objets, ce sont des objets qui vous entourent. Mais une fois que vous avez décidé, sincèrement, c'est mieux d'être accompagné, parce que la personne n'a pas cette attache à l'objet. Voilà, elle a un regard extérieur, elle a vos propos par rapport à cet objet, et elle a aussi la notion de l'utilité, et elle fait le lien pour savoir si vous en avez vraiment besoin. D'accord. Tu vois? Et ça me donne envie de faire le lien finalement sur... comment en fait on arrive, parce qu'une fois qu'on a pris la décision et tout ça, c'est quoi, ça va être quoi l'étape fatidique, le pas d'après? Qu'est-ce que... les choses sérieuses vont commencer avec le tri. Ah, c'est le tri? Oui, parce qu'en faisant le tri... Alors, acceptation, 2, tri. Non, 2, décision, parce que c'est la décision qui va enclencher le changement. Ouais. Et il faut être prêt. Une fois que vous êtes prêt, on fait le tri. Et durant le tri, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous possédez, de tout ce qui squatte chez vous. Voilà. Et qu'on a accumulé au fil des années. Comme exactement. C'est ça. Et voilà. Mais oui. Et donc, quand on a réussi à faire ce fameux tri, et bien du coup, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, OK, ça génère forcément un meilleur bien-être, puisque mine de rien, on a un peu plus d'espace. On a réussi à faire le tri. Mais quand même, dans ce tri-là, je fais quoi après de ce que j'ai trié? Voilà. Est-ce qu'on jette ou est-ce qu'on donne? Alors, non, mais déjà, avant d'arriver à tout ça, et j'aimerais détailler là-dessus, c'est que durant le tri, on ne va pas faire l'apprentissage du détachement. On va se dégager émotionnellement, mentalement et physiquement des choses. D'accord. Je vais prendre l'exemple d'un mug en céramique avec une phrase personnalisée qui m'a été offerte par un être cher. OK,
c'est joli, j'aime bien, mais je vais m'en défaire mentalement. Ça ne correspond pas à ce que je veux. Moi, j'aime boire mon café dans une tasse en verre parce que le contenant change ma perception du goût. Je veux une tasse en verre. Donc, c'est OK. Ça ne correspond pas à mes besoins. Ma priorité, c'est le goût. Ce mug en céramique, non, moi, je veux une tasse en verre. Je vais m'en dégager émotionnellement, puisque, d'accord, je suis dans la gratitude vis-à-vis de l'intention de cette personne, mais je n'ai pas besoin de ce mug pour penser à cette personne. Je vais penser au temps offert, au moment de qualité. Et j'ai pas besoin de lire cette phrase-là tous les matins avec mon café pour savoir qui je suis. Et je veux vraiment détacher physiquement parce que, voilà, ma tasse en verre, je pourrais l'acquérir parce que c'est ce que je veux. C'est ce qui correspond à mon besoin. Mon besoin, c'est le goût, savourer mon café. Donc voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour les personnes, justement, qui ont du mal à se détacher pour dire, je vais jeter, comment finalement donner du sens pour aider les personnes, finalement, qui vont peut-être pas réussir à se séparer des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, par rapport à ça? Alors, pour ça, déjà, il faut faire la différence entre l'utilité et le besoin. Vous pouvez avoir 4 couteaux économes chez vous, vous vivez à 2, vous n'avez pas besoin de 4 couteaux économes. Voilà, il faut déjà faire... ça quand même. Comment? C'est quand même compliqué quand même. Hein. Parce que c'est les gens qui ont vécu toute une vie avec, je sais pas moi, une vieille armoire ou bien un buffet qui date de grand-mère ou de grand-père, se détacher du jour au lendemain comme ça, c'est pas, même émotionnellement, c'est pas facile. Hein. Non, je vous l'accorde, ce n'est pas facile. Et encore une fois, c'est pour ça que je suis là. Oui. Si vous décidez, si vous faites appel à une organisatrice d'intérieur, c'est que vous êtes dans cette intention. Oui, vous avez posé cette intention. Une fois que vous êtes arrivé, voilà, vous avez posé l'intention. Et de toutes les façons, vous serez accompagné avec méthode de bienveillance. Et il n'y a pas de... encore une fois, vous êtes unique, il n'y a pas de maison type, voilà, ça ne vous correspond pas. Merci, au revoir. C'est tout. Ça a l'air d'être aussi simple, mais encore une fois, cette phase de tri, ce détachement, cette capacité à faire des choix, quand vous êtes en capacité de choisir les choses que vous aimez, que vous n'aimez pas, que vous voulez, que vous ne voulez plus, vous êtes aussi en capacité de vous détacher des personnes, des relations. Voilà, c'est un tout en fait. Et c'est en ce sens que je crois aussi qu'il y a de l'efficacité en plus dans ce que tu proposes, dans ce que tu dis, dans le rôle d'une organisatrice d'intérieur, c'est d'accompagner la personne finalement qui est attachée à cet amour-là, mais qui finalement veut s'en détacher parce qu'il y aura certainement #combatintérieur.com de pouvoir se dire ma pas ni place qui j'ai un café, mais bon, c'est tel, puis c'est maman, c'est ailleurs. Voilà, il y a tout ça et c'est aussi l'enjeu. Il y a l'inverse aussi. Par exemple, je prends le cas, on divorce. Alors, il y avait dans la maison un certain nombre de choses que la personne chère qui part ou qui reste avait acheté en communauté, etc. Est-ce que ce moment-là, c'est plus compliqué? C'est-à-dire, bon, comme je suis plus avec cette femme, donc je ne vais plus voir ni ses assiettes, ni ses fourchettes, ni son argenterie, ni sa garde-robe, etc. à la maison. C'est vous qui décidez. Si ça vous fait pas, mais c'est vous qui décidez. C'est votre pouvoir de décision. Tout à fait. Je ne sais pas, vous voyez... encore une fois, un mug qu'elle vous a offert quand vous étiez en lune de miel. Mais ça vous rappelle de bons souvenirs, mais derrière, ça vous rappelle des choses qui vous ont affecté. Absolument. À quoi bon garder des mémoires qui ne nous font pas du bien, des choses qui ne vibrent pas avec nous? C'est ça, et ça nous ramène à l'amour de soi. Finalement aussi, ça nous ramène, comme tu disais, à la rencontre de soi. C'est notre thématique. Ça nous ramène à l'amour de soi, à l'image qu'on a de soi aussi, et à cet espace de bien-être qu'on s'accorde en faisant ce fameux tri, si je peux l'appeler ainsi. Et puis ensuite, c'est là où toute la suite prend son sens. Qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on a trié, on arrive à cette phase de désencombrement. Et je rappelle que le désencombrement va participer à la solidarité et à l'économie circulaire, puisqu'on va pouvoir recycler les choses. Voilà. On va pouvoir aussi surcycler. Par exemple, le fameux mug en céramique offert par l'être cher. Je peux décider de le garder. Je le trouve joli, mais pas pour sa première utilisation. Je vais le détourner de sa première utilisation. Je vais en faire un porte-crayon, un mug pour mon mini cactus. Je vais le garder. Je décide que ces mémoires peuvent rester chez moi. Tout à fait. Et voilà. Et une fois qu'on aura désencombré, j'insiste souvent avec mes clients, on peut vendre
c'est une activité chronophage. Moi, j'invite à donner, puisque donner, c'est soutenir les recycleries qui font appel aux emplois en insertion. Donc, voilà. Et en plus, on peut aussi réparer. C'est ça. Et en plus, juste sur donner, en fait, j'ai envie de dire que ça va donner aussi du sens à une personne qui a pour valeur la bienveillance, qui est dans le don aux autres. Ça peut donner aussi une motivation de plus pour pouvoir se détacher d'un objet qui finalement t'encombre, prend pleine place, et comme ça, tu lui donnes une autre utilité. Voilà. D'autres en auront besoin. Mais voilà, ça va jusqu'à la maison. On peut changer de maison aussi dans le même esprit. Alors, donnez-moi ce qu'Elon Musk a sur son compte, c'est bon, il n'y a pas de problème, on va changer de maison, on va changer tout ça. D'accord. Non, mais en plus, tu dis ça, moi, je comprends totalement la question et merci beaucoup d'avoir rebondi, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, un moment de vie où l'environnement complètement est à changer parce qu'il n'est plus en adéquation avec ta personne, avec ta perception, et puis elle disait que les éléments sont chargés d'émotions. Les murs aussi ont une mémoire. Une maison a une mémoire. Mais c'est ça, tu vois, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que certaines fois, quand on va, et l'atmosphère, les énergies, bon, chacun, encore une fois, ses croyances et autres, mais certains espaces sont chargés aussi d'énergie, d'émotions, de souvenirs. Et c'est vrai qu'une organisatrice d'intérieur va aussi accompagner la personne. Peut-être à un moment donné, la personne, lors des échanges, je me dirai si on est OK, mais la personne va se dire, finalement, est-ce que j'ai peut-être pas même besoin de changer d'espace ou d'environnement? Mais en fait, le but, justement, le fait de déplacer les choses, ça va changer aussi l'énergie. Et parfois, même juste un coup de peinture dans un couloir, voilà. OK, bon, tout à fait. Là, il faudra peut-être synthétiser tout ça, de 1 jusqu'à 4. Alors, premier point, l'acceptation. Acceptation. Décision. Tri, détachement, choix, rangement, optimisation. Voilà. Oui. Et comment vous intervenez à la demande? Comment ça se passe? Les clients peuvent faire appel à moi, ils peuvent m'envoyer un WhatsApp au 0691 28 15 10. Attends, mais je vais noter parce que je suis après on va me demander. 06 90 après 06 91 oui. 28 15 10. 28 15 10, voilà. Et voilà, il m'envoie un WhatsApp. À ce moment-là, on a un échange téléphonique pour faire le diagnostic. Etc. Non, mais je ne vais pas tout enlever de chez vous. Non, j'ai rigolé. Je ne vais pas tout enlever de chez vous. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. Et si je pouvais juste clôturer par rapport à tout cet échange, le désencombrement, l'organisation, l'optimisation, ça a un réel pouvoir. Et j'ai vécu une expérience avec un père de deux adolescentes ayant une maladie orpheline. Et lui, après 5 jours d'organisation, d'optimisation, de désencombrement, il a été capable de se défaire du matériel de création de sa femme qui était déjà décédée depuis 3 ans. Ça faisait 3 ans qu'il vivait dans les cartons. Il a repris une alimentation saine. C'est un pâtissier amateur. Il s'est remis à la pâtisserie. Il a repris le footing, le golf, la moto. Il a pu dégager du temps pour lui, pour ses filles. Et c'est quelque chose... Vous allez trouver ça peut-être étrange, mais ça a un sacré pouvoir puisque sa fille qui est en fauteuil roulant et qui ne parle pas, quand elle est rentrée dans sa chambre, donc j'ai tâché de faire les choses pour que ça corresponde à ses besoins sans qu'elle ne me parle. Et là, arrivée dans sa chambre, elle s'est mise debout. Elle a voulu se mettre debout, elle qui ne marche pas. Je l'ai tenue et voilà, c'était un moment suspendu parce que elle riait comme un enfant de 4 ans qui venait de recevoir le cadeau demandé sur la lettre du Père Noël. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est ce que je valorise. D'accord. Touchant. Tu vois, quelque chose de touchant et qui parle aussi du cœur à l'ouvrage d'Am met dans son activité, mais aussi de l'impact que ça a, ce fameux désencombrement, le fait de faire place nette pour être dans un meilleur équilibre, une meilleure sérénité, en fait, j'ai envie de dire, et de pouvoir être carrément différent, aligné. C'est se choisir, se choisir, parce qu'on a décidé les choses, et c'est se retrouver. Ce père en question, il a retrouvé son essence, il a retrouvé tout ce qu'il aime faire, et il a pu passer depuis des moments de qualité avec ses filles parce que chez lui c'était plus une charge mentale, c'est pas juste rentrer, dîner, ranger, voilà. Merci Da et merci Barbara pour la lumière, comme d'habitude. C'est ça, tu as tout dit. Oui. Et on continue à croire en nous et à avancer, à mieux se connaître.
Tout à fait. Non, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci. 13h26, on prend la deuxième et dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos deux derniers invités. Je parlais de Anansa de Vouton et puis Magali Marcin qui seront là tout à l'heure. Et on va aussi profiter pour développer le journal et le focus. À tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News d'aujourd'hui. Il est 13h32. On va recevoir dans un instant Anansa de Vouton. Bonjour. Bonjour. On va nous parler de... Elle est présidente de l'association Kaya Yomi, elle va nous dire au succès. Et on a Magali qui n'est pas à Bastéo. À la NEC, elle est avec nous en direct. On va parler de l'intelligence artificielle. Dans un instant, on revient à l'actu très rapidement. Les nanotechnologies aident beaucoup la médecine, on s'en rend compte de plus en plus. Et justement, il y a eu un petit séminaire, on va dire, sur l'infirmité sur place, on regarde. Cette année, nous avons un thème qui est plus axé sur tout ce qui est bioélectrochimie. Il faut savoir que la conférence présente des travaux avec des résultats qui porteront leurs fruits en termes d'application directe et concrète à la population dans 5 à 10 ans. Donc là, tout ce qui est présenté durant cette semaine, ce sont des technos que vous aurez concrètement à la maison, à l'hôpital, d'ici 5 ans. Nous, les recherches qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on étudie l'interaction entre des virus et des cellules mammaliennes. Donc on va essayer de voir à l'échelle d'un virus individuel comment ce virus peut interagir avec une cellule et rentrer dans la cellule. Donc on va quantifier vraiment les crochets finalement par lesquels le virus s'attache aux cellules et puis sont capables de pénétrer dans les cellules. I collaborate with many researchers from other countries. For example, I'm working with Austria for 15 years, and then we work on the atomic force microscopy, which are their experts. Without them, I cannot study. That's why I came here to find out my collaborator. Les nanotechnologies étaient très chères il y a encore 20 ans. Et depuis 5 ans, avec le boom de tout ce qui est microélectronique, on a vraiment un abaissement des coûts, que ce soit de fabrication, de conception, qui font que ces technologies sont maintenant abordables. Et l'avantage de ces nanotechnologies, c'est qu'on va vraiment à l'échelle petite et qu'on cible ce qu'on veut traiter. Il faut savoir par exemple que pour les traitements médicaux, on administre des médicaments encore à l'heure actuelle où on traite l'intégralité du corps pour juste une zone où il y a le tissu tumoral ou cancéreux. Avec les nanotechnologies, on va cibler uniquement que les cellules qui sont malades, on ne va pas cibler le reste. Donc les effets indésirables, ils sont largement limités et les quantités de produits qu'on utilise aussi. This development of this technology is accelerating at a really interesting pace. So I cannot even predict what's going to be in a few years. Probably if you go to a pharmacy, you can be sniffed by some kind of sensors, and you can get on like a recipe like which drugs to buy instead of going to doctors or something like that. So it's definitely like interesting time we live in. J'ai envie de te poser la question, Magali, c'est intéressant ça quand même, les nanotechnologies. Très intéressant. Oui, c'est un secteur que tu abordes quelque part dans la chronique. Dans la chronique, aussi. On va y revenir. Très rapidement, on termine avec le journal, avec la recherche de nouveaux talents. Quels sont les talents? Mais justement, la PEC et la NJT ont fait ce travail, un petit séminaire aussi, et toujours sur l'NFEV qui était sur place, on regarde. Révèle ton talent, c'est un événement tripartite qui est co-organisé avec l'APEC et France Travail. C'est la première édition cette année. C'est un format qui existe déjà dans d'autres régions et on tenait à ce qu'il soit présent aussi en Guadeloupe pour justement aider les jeunes diplômés à lever certains freins qu'ils peuvent avoir à la sortie de leurs études, des freins de réseau, des freins de visibilité aussi parfois des offres qu'on ne voit pas mais qui existent. Et l'idée, nous en tout cas chez NQT, et ce qu'on propose à ces jeunes, c'est de les mettre en relation avec des cadres et des dirigeants du territoire qui sont engagés à nos côtés via leur entreprise et qui donnent de leur temps de façon bénévole pour aider justement les jeunes à lever ces freins en fonction de leur diplôme, de leur secteur d'activité, de leur métier et de faire en sorte que les jeunes finalement trouvent beaucoup plus rapidement un stage de fin d'études, une alternance ou simplement leur premier emploi. J'ai fait la connaissance de NQT lors d'une manifestation Orange, d'un séminaire que nous avions. Et donc, j'ai été attiré par le fait qu'il proposait cette fonction de mentor. Ayant de l'expérience justement au développement des compétences, j'ai senti que j'avais cet intérêt justement à accompagner des jeunes pour se positionner dans la vie, quoi. Quand on est jeune, qu'on n'a pas dans son environnement autour de nous des gens qui sont cadres ou chefs d'entreprise, on a parfois cette difficulté d'accéder à ce réseau. On est dans des petits réseaux économiques où finalement c'est parfois difficile d'y accéder.
Grâce au mentor, c'est ce lien-là qu'on va établir, aider les jeunes à se créer un réseau, à savoir l'utiliser, à être visible auprès des recruteurs locaux et à axer sa candidature aussi sur ce que les entreprises recherchent. Moi, personnellement, j'ai dû chercher à droite et à gauche pour essayer de trouver des opportunités qui n'ont pas forcément abouti. Alors que là, on est directement confronté avec les entreprises et on peut avoir une réponse déjà tout de suite, ce qui n'est pas forcément évident quand on envoie des mails ou qu'on appelle. Et je trouve ça très bien, ça permet aux jeunes, pour nous, d'avoir une première confrontation, de savoir comment se présenter avec les différents ateliers pour préparer son CV, la présentation, sa manière de parler, préparer un entretien. Et pour moi, ce sont des choses essentielles pour pouvoir se préparer au monde de demain. J'ai vu tous les partenaires qui sont présents. Je pense qu'il y a vraiment une réponse adéquate à ce qu'ils trouvent des clés pour construire leur projet professionnel. Il s'agit bien qu'ils soient des citoyens bien installés dans la vie, avec l'emploi qui convient bien à leur personnalité et le salaire qui va avec, évidemment. Oui, gagne ta vie en faisant ce que tu aimes. Deux petits mots rapidement, Anansa, sur l'association Elia Tami. Kayalomi. Oui, je sais, je prononce mal. Oui, mais c'est parce que tu ne maîtrises pas en fait c'est quoi Kayalomi. Non, je ne maîtrise pas. Non, j'avoue, on ne peut pas tout maîtriser. Alors. Du coup, je vais déjà commencer par, je suis Anansa de Vauton. En général, on me connaît plus sur un format chronique sur les ZCL, mais je suis revenue pour parler de l'association humanitaire Kayalomi. Qui a fait qu'on m'a découvert sur... Bien sûr, c'était il y a une année. Non, exactement. Mais comme quoi, hein. Et aujourd'hui, je suis venue sur Canal pour présenter l'association, présenter aussi les actions et les besoins qu'on peut avoir sur le territoire guadeloupéen. Parce que, si on se rappelle, il y a un an, on parlait plus de la Guadeloupe et de ses alentours. Mais on a choisi de se concentrer sur la Guadeloupe, parce que déjà, avec tout ce qui se passe en ce moment... Au niveau des violences. Alors, pour rappel, l'association, c'est une association qui accompagne toutes les personnes qui ont subi ou qui subissent des violences physiques ou morales. D'accord. Et ou morales, parce que parfois, il y a les deux. Alors, quand on parle de violence, on parle bien sûr de tout ce qui est coups, de tout ce qui est viol, tout ce qui est, en tout cas, physique. Mais il y a aussi tout ce qui serait aussi moral. Ça peut être aussi, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, où on va filmer quelqu'un qui a fait un accident. Ça peut être aussi, le Covid est considéré comme étant une violence morale. Ça peut être des violences sur la route, quand on est jury la de quelqu'un, quand il a brûlé un stop ou autre. Mais c'est aussi, par exemple, des fois dans les milieux éducatifs ou même en couple, on peut avoir une pression sociale aussi qui fait que la personne subit une violence qui n'est pas forcément reconnue. D'accord. Et en fait, l'association accompagne, en tout cas autour de toutes ces violences-là, puisque... On parle souvent des violences physiques qui nécessitent en tout cas un soutien, un encadrement, qui sont visibles, mais en fait tout ce qui est autour et qui amène parfois à arriver jusqu'au physique, mais en fait ça commence par du moral, quel que soit le contexte ou l'environnement où la personne elle est. Donc comment l'association intervient alors? Alors actuellement, on fait surtout des conférences en ligne chaque mois. Donc, c'est ce qu'on a proposé de faire et on a commencé à répondre à des appels à candidature ou des appels à projets pour qu'on puisse, en tout cas, accompagner sur des ateliers de débat et des conférences, en tout cas, en proposant un programme à, par exemple, des collectivités ou des entreprises où il y aurait des violences quelconques qu'il y a. Alors, les collectivités surtout, mais ça peut être aussi une association qui a un problème, ou en tout cas qui veut participer à la cause, où on va travailler dessus. Il n'y a pas longtemps, il y a une association qui a pris contact avec nous, qui accompagne toutes les personnes, surtout des mamans, qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, en tout cas de leur foyer, qui sont seuls et qui ont été victimes en fait de perte de travail, de perte de moyens qui font qu'aujourd'hui elles ne sont pas en capacité de s'occuper de leur foyer. Donc du coup aujourd'hui on regarde pour faire un partenariat avec eux, pour accompagner ces mamans qui ont subi cette violence et qui la subissent au quotidien, parce que mis à part le fait de perdre le travail, en fait, on est isolé aussi socialement. En fait, on n'a pas de quoi rebondir et de recommencer. D'accord. Et l'association, tu prévois quelque chose, une manifestation concrète dans les jours qui viennent? Alors, dans les jours qui viennent, on n'a pas prévu encore de manifestation. C'est surtout les conférences en ligne qu'on souhaite continuer. En tout cas, en fait, c'est le cœur de bataille, parce que c'est la seule chose qu'on va faire au quotidien. On a prévu de faire aussi des ateliers, des cercles de femmes et des cercles d'hommes,
mais ça n'est pas encore organisé. Ça va s'organiser plus sur la deuxième période de l'année 2024. Et ce qu'on souhaitait faire, c'est faire des forums d'harmonie pour qu'on puisse commencer à faire de la prévention sur tout ce qui serait violence physique et morale auprès des jeunes, auprès des plus âgés, mais en fait auprès de tout le monde aussi, puisque quand je regarde mon territoire, quel qu'il soit, quelle que soit la génération, quelle que soit la couleur, quel que soit le milieu social, ben en fait je me suis rendu compte, et mon équipe aussi s'est rendu compte qu'en fait il y a de la violence partout. Et quand je parle de mon équipe et de moi-même et de tout le monde, ben, je regarde aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les groupes, et je me rends bien compte que la violence, en fait, ça dure depuis longtemps, mais en fait, ça continue de croître. D'accord. Donc, en un mot, il faut prévenir, c'est ça? Il faut prévenir. Alors, il faut prévenir, oui, parce que de toute façon, les plus jeunes ont besoin de prévention, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une violence. Parfois, mettre un mot sur une violence. Je vois par exemple à l'école, je vais prendre l'école maternelle, une expérience qui s'est passée, que moi j'ai vue, c'est un enfant qui a tapé un autre enfant qui était en maternelle. Ben, en fait, les autres l'ont vu taper, ils ont tapé aussi. Donc en fait, cet enfant-là s'est retrouvé tabassé par ses camarades de classe en maternelle. D'accord. Ok. Donc il faut être conscient de d'où ça commence et ne pas juste se dire c'est pas méchant. Sur quel support? Il y a une conférence prévue ces jours-ci, non pas encore? Alors il y a une conférence prévue le mois prochain. Oui. Alors on avait prévu de faire, le thème sera diffusé en ligne prochainement, parce que du coup on attendait d'avoir les intervenants pour choisir quel thème qu'on allait choisir. Donc ça aurait été sur la violence sur la route. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu beaucoup de sensibilisation sur la route, beaucoup d'accidents, etc. Donc être conscient qu'il y en a de la violence sur la route et comment la prévenir, quel comportement adapter, etc. D'accord. Dernier mot, il y a une date déjà prévue pour cette conférence? Alors les conférences se font en général en ligne, sur Zoom. Elles sont, en tout cas, on peut s'inscrire directement sur le site internet. Alors normalement, j'ai mis une fiche contact, on pourra trouver, mais c'est www.ekalomi.com. D'accord. Ok, ça, on va le rappeler tout à l'heure. Bien, il est déjà 13h44. Deuxième dernière invitée, qui est notre chroniqueuse du mardi, c'est Magali Numéramag. Générique, c'est parti. Non? Voilà, Miss Numéramag est là. Bonjour. Bonjour. De vous retrouver, madame. De Canal 10. Moi aussi. Oui, bon, alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'intelligence artificielle. Ah, l'IA. Le sujet que tu attendais. Oui, il y a bien longtemps qu'il était prévu. Et ça n'est qu'un début, visiblement. Ah oui, ce n'est qu'un début, puisque l'intelligence artificielle est en train de révolutionner. Je n'entends personne dire qu'il n'a pas entendu parler d'intelligence artificielle. Oui. Maintenant, est-ce que cette personne s'est intéressée à l'intelligence artificielle? C'est autre chose. Oui. J'espère jusqu'à la fin de la chronique, les gens vont dire, bon, je vais aller voir ce que c'est, il faut que je cherche ce que c'est. Oui. Petite histoire de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle ne date pas de 2023-2022, même si on en entend parler aujourd'hui. Ça date des années 50. Avec, avec Alan Turing, qui avait son fameux test de Turing qui montrait que les machines fonctionnent de la même façon que le cerveau humain. Et le terme a été employé pour la première fois en 1956 par M. McCarthy. Carrément. Avec, joli monsieur. John McCarthy, pas l'autre. Qui ressemble à un acteur américain, je ne sais plus dans quelle série, par monsieur McCarthy. Alors ça s'est vraiment développé. Hannibal, il ressemble à Hannibal. Ah oui. Ça s'est vraiment développé dans les années 80, mais c'est en 2010. Que les réseaux de neurones se sont vraiment mis en place. Alors, par réseau de neurones, chers téléspectateurs, ne voyez pas des cerveaux humains qu'on branche l'un à l'autre, pas du tout. Ce sont des intelligences artificielles, ce sont des machines, en fait, qui sont branchées l'une à l'autre et qui apprennent. Puisqu'on a eu un essor de données, puisque c'est à partir des données que l'intelligence artificielle fonctionne. Donc, les données sont mises dans les réseaux de neurones artificiels qui apprennent et qui transmettent l'information au fur et à mesure. Et vous en avez entendu parler vraiment fin 2022, avec l'arrivée d'OpenAI, ChatGPT, dont on va en parler tout à l'heure. Oui. Alors, segment de l'application concrète. Alors,
concrètement, comment l'intelligence artificielle intervient-elle dans notre vie quotidienne? On l'a vu tout à l'heure avec, tout à l'heure, on a parlé alors tout à l'heure, le sujet de tout à l'heure, j'ai oublié, mais en tout cas, l'intelligence artificielle, nanotechnologie, voilà, je cherchais le terme. Oui. L'intelligence artificielle intervient dans le domaine de la santé, puisqu'il permet de faire des diagnostics plus précoces, il intervient dans le domaine, il intervient dans pratiquement tous les domaines, et c'est ça aussi qui peut être inquiétant. Donc, on dit qu'il ne faut pas l'être. Non, je dirais inquiétant et à la fois fasciné, puisqu'on a détection précoce des maladies, on a dans les transports, puisqu'elle avance le développement de la voiture autonome, on a aussi l'optimisation de la navigation, on a aussi les recommandations sur Internet, messieurs, dames, tout ce que vous regardez. On a les drones qui fonctionnent de façon autonome. Oui, mais c'est pas pareil, messieurs, dames. En gros, tout ce que vous regardez sur Internet, et vous aurez, par exemple, vous avez cherché, je ne sais pas, une télé plasma 4K, etc. Oui. Et bizarrement, vous allez sur un autre site et vous voyez on propose cette télé 4K. Mais tout ça, ce sont des recommandations qui sont faites par l'intelligence artificielle. Pareil, lorsque vous êtes sur des plateformes de streaming comme Netflix ou autre chose, si vous avez mis j'aime par rapport à une série, eh ben, vous aurez le toutes même les séries qui se ressemblent. Donc tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui permet de recommander des choses. Et on a aussi, bien entendu, tout simplement Alexia et Siri, qui sont des intelligences artificielles. Donc pour vous dire que ça date pas d'hier, ça date vraiment d'un petit moment. Cependant, on a depuis peu l'intelligence artificielle générative qui a eu un essor, puisqu'avant c'était bien entendu assez complexe, puisqu'il fallait taper des codes pour pouvoir les commander. Mais maintenant, on a simplement à dialoguer, comme on dialogue avec Siri, comme on dialogue avec Alexia, à dialoguer, lui demander ce qu'on veut. Oui, et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Oui. Alors, on avait déjà abordé l'automatisation de l'intelligence artificielle dans les industries traditionnelles, c'est ça? Mais il y a un autre aspect qui est vraiment révolutionnaire, c'est l'intelligence générative dont tu parlais. Comment on peut expliquer ça concrètement? Alors l'intelligence artificielle générative, elle permet en fait de création de texte, d'images, de musique et même de code informatique. Donc en gros, elle fait tout. Maman, papa et ses enfants, elle fait la vaisselle, elle fait tout ce qui va derrière. Un exemple connu, c'est le modèle de langage ChatGPT dont j'ai parlé tout à l'heure, qui non seulement rédige des articles, génère des codes de programmation, mais produit également des images. Et depuis peu, ils ont produit un film d'une 20aine de secondes qui sont... On peut faire un générique pour Numérama avec l'intelligence artificielle. Pour le coup, ça n'a pas été fait, mais effectivement, maintenant, je peux peut-être plus manipuler. Par exemple, si on demande à l'intelligence artificielle de créer un mouton, il va vous créer un mouton. Si on lui demande de créer un mouton avec des plumes jaunes, mais il va vous créer un mouton avec des plumes jaunes. Regarde le mouton, comme il est joli. C'est pas un mouton à 5 pattes, non? Non, c'est un mouton à 4 pattes, mais avec des plumes jaunes. Et je pourrais même dire que c'est un personnage de dessin animé. Donc, en gros, tout ce que vous pouvez lui demander, et c'est en quelques secondes, c'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre que le designer vous remette ça à la fin de la semaine. C'est ça le gros problème. Que ça ne vous plaise pas. On va aborder le problème, enfin le sujet, la problématique de l'emploi. Mais oui. Puisque, il y a des secteurs qui sont très touchés par l'intelligence artificielle. Exactement, le secteur du cinéma, des médias. On a eu la grève des scénaristes. On avait même des images, 5 mois de grève à Hollywood pour justement des scénaristes qui étaient menacés, puisque bien entendu la génération des scénarios, et aujourd'hui l'IA peut faire ça, créer un scénario, on lui dit je veux 5 personnages dont un afro-américain et un homosexuel par exemple, puisqu'il faut de tout maintenant dans les séries qui sont dans une voiture rouge, je veux un truc à suspense, je veux qu'il y ait un accident et que le seul qui s'en sorte ce soit la jeune fille adolescente qui finalement a des super pouvoirs. Crée-moi un générique, crée-moi un scénario. Il va vous faire un scénario pour 5 épisodes. Donc vous pouvez lui dire pour 5 épisodes. On n'a plus besoin de scénaristes. C'est ce qu'ils ont essayé de protéger. C'est ce qu'Hollywood a essayé de protéger en se disant non, mais il faut qu'on garde la façon traditionnelle d'écrire un scénario humaine et surtout qu'on garde nos emplois, puisque bien entendu c'est une menace pour les emplois. Donc on a aussi le côté 3D où on a, je vous parlais de graphistes tout à l'heure. Oui, parce que les graphistes se sentent menacés. En Chine, j'ai lu l'autre jour un manga fait uniquement en IA. Exactement. En Chine, par exemple, il y a un monsieur qui a licencié ses 5 graphistes parce qu'aujourd'hui, il sort des modèles de chaussures. Et aujourd'hui, il a sorti, il donne les anciens modèles. Parce que quand je vous dis que ça apprend, cette intelligence artificielle, il dit voilà ce que j'ai déjà créé depuis le début. Trouve-moi quelque chose de novateur, mais toujours en lien avec ce que j'ai déjà créé. Et ça lui a sorti 10 modèles de paires de chaussures. Donc il a là pour 3 ans de modèles de paires de chaussures qui fonctionnent très bien. Et c'est là où c'est quand même affolant, puisque justement on se dit, voilà.
Alors, le marché du travail est affecté par l'intelligence artificielle, réellement? Ah oui, tout à fait. L'IA générative, elle touche aujourd'hui, on parlait avant des machines qui remplacent l'humain, mais surtout des machines travaux manuels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Les robots, etc. On peut dire que les cols blancs sont aussi touchés. Les cols blancs sont aussi touchés, puisqu'on a eu des licenciements dans une banque qui faisait du traitement de données financières, Goldman Sachs, qui faisait des traitements financiers et qui a licencié de nombreuses personnes puisqu'ils ont remplacé par l'IA. Pour la première fois, en mai 2023 par exemple, pour la première fois, des licenciements aux États-Unis ont été justifiés par le fait que ces gens étaient remplacés par l'intelligence artificielle. Aussi, on a eu 3900 licenciés pour le même motif en mai 2023. Donc là, je parle de mai 2023. Oui, donc on n'est pas encore en 2024. Ça fait un an. Oui, oui. Et aujourd'hui, on vous parle de 300 millions d'emplois à temps plein qui pourraient être menacés par l'IA générative. Alors finalement, c'est un danger ou pas? C'est un danger si on ne s'adapte pas. Oui. Mais les gens qui sont menacés, qu'est-ce qu'ils doivent se mettre à l'IA? Eh bien, on a eu par exemple en Chine, où ils remplacent les réceptionnistes. On a plusieurs métiers qui sont remplacés. Les réceptionnistes sont remplacés par des machines. Et le résultat, si on peut montrer, c'est à l'hôpital en Chine où une dame commence à entre guillemets, effectiver, défoncer vraiment un appareil, une machine qui voulait la recevoir dans un hôpital. Parce que certainement, elle ne comprenait pas ce qui se passait, ou elle ne comprenait pas ce que la machine voulait lui dire, et elle a commencé à s'énerver. Donc lorsqu'on parle d'interaction humaine, c'est très important de regarder comment ça se passe. Elle voulait peut-être voir un malade la machine n'est peut-être pas capable de lui répondre comme un être humain et elle a trouvé ça totalement déplacé. On a aussi donc les métiers de réceptionniste, on a les métiers Amazon qui a changé toute sa ligne de commande par des intelligences artificielles et licencié beaucoup de personnes. Et dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, e-Avocat, l'application qui aujourd'hui a pour vocation de faire gagner un procès et sans avocat, donc gratuit. On paie juste l'application 20 € et on a un avocat à la place. Les experts comptables, c'est pareil maintenant. Pareil, expert comptable. En Chine, il n'y a pratiquement plus d'experts comptables, tout est remplacé par l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se dire que le traitement des données par ces machines va beaucoup plus vite qu'un être humain. Tout à fait. Et c'est là où il faut faire très très attention parce qu'il peut y avoir quand même des erreurs, des biais. Les biais, ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire que quand vous allez lui demander quelque chose, il va toujours répondre au masculin. Quand on parle, alors bonjour, je suis secrétaire, il va toujours dire une secrétaire, c'est une femme. Alors qu'au niveau secrétaire, on a un et une. Oui. Donc voilà. Donc il faut faire très attention à ça et surtout vérifier, puisque l'intelligence artificielle peut se tromper, vérifier que il faut toujours un humain derrière. C'est pour ça qu'on parle de remplacement par l'humain, je ne suis pas 100% d'accord, puisqu'il faut toujours un humain derrière et puis ça crée aussi de nouveaux emplois. Magali, je pose la question, c'est la dernière avant de finir. Au niveau de la Guadeloupe, ça commence quand même à se voir l'intelligence artificielle au niveau de l'emploi? Je ne sais, non, parce qu'on est protégé, on est beaucoup plus protégé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est protégé par le code du travail, par les lois. Aujourd'hui, on ne peut pas dire bonjour, je te licencie parce que je te remplace par une intelligence artificielle. C'est pas possible. C'est pas encore possible. C'est pas encore possible, mais ce qu'il faut se dire, c'est que il faut s'y intéresser. Voilà. Moi, ce que je veux dire à la population, ne dites pas non, ça ne me concerne pas. Encore une fois, je vous explique, c'est juste un dialogue entre une machine. Quand il a dessiné le mouton jaune tout à l'heure avec les plumes jaunes, j'ai juste demandé, dessine-moi un mouton avec des plumes jaunes. Donc, c'est un dialogue. Soyez curieux, population. Soyez curieux pour ne pas faire derrière. Je suis obligée de dire ça en créole. L'intelligence artificielle, elle concerne tout le monde et tous les métiers. Si vous ne vous y intéressez pas, vous allez rester sous le bas-côté. On peut dire déjà, Magali, qu'on aura un petit débat là-dessus? Oui, selon moi, il faut qu'on ait un débat un peu pour éclairer, donner plus de pratiques d'usage et aussi avoir aussi l'opinion des intervenants. Est-ce que pour eux, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Parce que je sais que les avancées technologiques sont toujours décriées. On va se dire, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est bien ou pas? Le problème, c'est qu'on ne pourra pas faire sans. Donc j'espère pour vous que vous allez trouver ça bien, parce qu'on ne pourra pas faire sans l'intelligence artificielle. Voilà, et rendez-vous dans quelques semaines pour ce débat et on retrouve Magali dans une quinzaine de jours. Voilà, le ZCL est terminé. Je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL François Pelliculier, président de l'USCP, l'Union des services des programmes
comme de commerce.3, mais aussi conseiller municipal. Il nous a dit pour l'instant, il est encore avec Harry Durimel, mais qu'en 2026, ce ne sera pas avec lui. Barbara Montpierre est venue avec quelqu'un de très intéressant, avec qui on a parlé de la façon de faire le vide dans la maison, désorganiser ou réorganiser. Tu voulais redécorer ta maison. Redécorer, c'est très, très, très important. Anansa, président de l'association Eklaya Yomi, c'est bien ça? Oui. Voilà, nous a parlé de cette conférence qui aura lieu bientôt. Et puis avec Magali, on a abordé premier thème sur l'intelligence artificielle, on y reviendra. On y reviendra. Il y a d'autres choses à dire, les deepfakes, etc. Je n'ai pas pu parler de tout ça. C'est incontournable et c'est nécessaire. Et puis au niveau de l'actu, Marie-Josée Perret qui était à Morne-à-l'Eau avec les enfants, on a vu, les enfants sont très contents et puis elle est venue pour essayer de susciter des vocations au niveau de l'athlétisme, triple championne quand même, guadeloupéenne. Je ne sais pas si elle est venue pour la flamme olympique, on saura. Les nanotechnologies à l'aide de la médecine, un séminaire qui s'est fait en Guadeloupe, on a vu des gens étrangers dire qu'ils sont venus en Guadeloupe justement pour rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans les nanotechnologies. Et puis le fameux forum de France Travail, Révèle ton talent, pour permettre à des jeunes Guadeloupéens de pouvoir progressivement révéler leur talent et travailler. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Anansa. Merci. Merci Magali. À bientôt. De rien. À bientôt. Et merci Mélanie qu'on retrouve demain, non? Je ne suis pas sûr. Elle était avec Doris qui était aujourd'hui en back-office. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye.